Lorsqu'elle s'arrêtait brusquement, les pas s'arrêtaient aussi, net, comme si une présence invisible s'amusait à l'imiter. Une jeune femme avait raconté sur Reddit son emménagement dans un appartement qui, à première vue, n'avait rien de particulier. C'était un petit logement situé dans un immeuble assez ancien, avec des murs un peu trop fins et des escaliers qui craquaient à chaque pas. Au début, elle s'y sentait plutôt bien, le quartier était calme, l'endroit lumineux, et elle pensait enfin pouvoir profiter d'un espace à elle, loin du tumulte de sa vie passée. Mais très vite, quelque chose commença à troubler son quotidien, un détail anodin d'abord, qui se transforma en véritable obsession. Chaque fois qu'elle se déplaçait dans son appartement, elle percevait, juste au-dessus d'elle, le bruit distinct de pas qui semblait reproduire exactement les siens. Lorsqu'elle avançait dans le salon, elle entendait le même rythme résonner au plafond. Lorsqu'elle s'arrêtait brusquement, les pas s'arrêtaient aussi, net, comme si une présence invisible s'amusait à l'imiter. Elle tenta d'ignorer cela au début, se disant que c'était sans doute un simple hasard, ou bien le signe qu'elle partageait involontairement les mêmes habitudes de vie que sa voisine du dessus. Pourtant, à mesure que les jours passaient, la coïncidence devint de moins en moins crédible. Un soir, pour en avoir le cœur net, elle se mit à marcher de manière étrange, traçant des zigzags au milieu du salon, s'arrêtant au milieu d'une pièce sans raison, puis reprenant soudainement sa marche. Et à chacun de ses gestes, les bruits au-dessus se reproduisaient avec une exactitude glaçante. C'était comme si son ombre s'était déplacée au plafond, doublant chacun de ses mouvements. Terrifiée, elle finit par en parler à certains voisins. Ceux-ci lui confièrent une chose encore plus inquiétante. La femme qui vivait dans l'appartement du dessus, disait-il, ne sortait jamais. Personne ne l'avait vue descendre acheter du pain, attendre devant l'immeuble ou simplement prendre l'air. Pour beaucoup, elle semblait vivre enfermée, recluse jour et nuit, comme si elle s'était volontairement coupée du monde. Certains avouaient même douter de son existence réelle, jurant qu'ils n'avaient jamais aperçu le moindre visage derrière cette porte close. Sur Reddit, elle posta des vidéos. Dans l'une d'elles, on pouvait entendre le son clair de ses pas résonner sur le parquet, suivi, une fraction de seconde plus tard, par des bruits parfaitement synchronisés au-dessus. Les internautes, fascinés et inquiets, lui suggérèrent de vérifier si son appartement n'était pas truffé de caméras ou de micros cachés. Elle passa plusieurs soirées à fouiller dans les moindres recoins, soulevant les tapis, inspectant les prises électriques, démontant les détecteurs de fumée. Mais elle ne trouva rien, absolument rien. Et pourtant, la certitude de vivre sous surveillance ne cessait de croître en elle. Les nuits devinrent impossibles à supporter. Dès qu'elle éteignait la lumière, elle avait l'impression que quelque chose suivait ses moindres gestes dans l'ombre, comme si l'être au-dessus l'attendait, patient et silencieux. Elle finit par fuir régulièrement chez ses amis ou ses parents, incapable de fermer l'œil dans son propre lit. Même les rares fois où elle rentrait dormir, elle restait éveillée, l'oreille tendue, guettant le moindre bruit au plafond. Elle racontait qu'elle vivait avec l'impression permanente d'être observée, disséquée, copiée. Elle tenta d'obtenir de l'aide auprès du gestionnaire de l'immeuble, mais ses plaintes restèrent sans réponse. On lui répéta que le logement du dessus était occupé et qu'il n'y avait rien d'anormal. Pourtant, dans ses publications, elle écrivait qu'elle se sentait prise au piège, prisonnière d'une cage invisible, où chaque geste était surveillé, chaque déplacement répercuté dans l'écho du plafond. Puis, un jour, ses messages s'interrompirent brusquement. Plus aucune nouvelle, plus aucun mot pour rassurer ceux qui la suivaient. Certains internautes supposèrent qu'elle avait fini par déménager dans le silence, choisissant de couper tout lien avec cette histoire pour pouvoir tourner la page. Mais d'autres avancèrent une hypothèse plus sombre, et si ce n'était pas elle qui avait quitté l'appartement, mais l'autre, au-dessus, qui avait finalement franchi la frontière pour venir à sa rencontre? Je suis allé à la Nouvelle-Orléans pour un enterrement de vie de jeune fille. L'Airbnb que nous avions loué était terrifiant d'un bout à l'autre, mais j'avais choisi de dormir dans le salon, parce que c'était la pièce avec le plus de fenêtres et l'ambiance la moins oppressante. Il faut préciser que le groupe avec lequel j'étais n'avait pas vraiment beaucoup de respect pour l'histoire et les tragédies de la ville, ce qui pouvait expliquer une certaine activité paranormale. Par exemple,
Par curiosité morbide, certaines filles ont interrompu le guide touristique pour lui demander si elles pouvaient rentrer dans la maison Lalaurie, à peine quelques secondes après qu'il avait dit que personne n'était autorisé à y entrer. Quand il a répété « Non, vous ne pouvez pas », elles se sont montrées agacées, bruyantes et franchement irrespectueuses. Leur attitude m'a mise mal à l'aise, d'autant plus qu'un peu plus tôt, pendant cette visite, j'avais vu une ombre au-dessus de moi et senti comme des gouttes tomber sur ma peau, sans rien trouver en levant la tête. Quelques minutes plus tard, le guide racontait une légende locale selon laquelle de jeunes hommes auraient été accidentellement empalés sur les pointes métalliques des balcons qui se trouvaient juste au-dessus de moi. Je suis assez convaincu que cette désinvolture du groupe a attiré des choses vers nous. L'une des filles a même dit en plaisantant que si quelque chose nous hantait, ce serait moi qui le sentirais, comme une espèce d'antenne spirituelle. Ce que j'ai beaucoup moins apprécié une fois que, peut-être, ça s'est révélé vrai. Bref. Un soir, je suis rentré seul à l'Airbnb, je ne me sentais pas bien, et je me suis allongé sur le canapé. J'ai fini par m'assoupir légèrement. Ce qui est arrivé ensuite, je l'ai d'abord interprété comme une paralysie du sommeil, même si ça ne m'était jamais arrivé avant. Je me suis dit que c'était mon imagination qui me jouait des tours, à cause de l'ambiance. Mais juste avant de me réveiller, j'ai vu une silhouette au-dessus de moi. Très distincte. Maigre, émaciée, la peau grisâtre. J'ai aussi le souvenir vague de sensations physiques, comme des mains sur moi, mais c'était il y a quelque temps, alors je ne suis pas certaine. Je me suis réveillé en sursaut. Peu après, le groupe est rentré, et je me suis rendormi. De retour à la maison, je n'ai rien dit à mon mari. Nous avions déjà eu une expérience démoniaque partagée absolument horrible, et je ne voulais pas lui donner de raison d'angoisser ni nourrir quoi que ce soit. Mais 2 jours plus tard, il me dit au réveil qu'il pense que j'ai rapporté quelque chose avec moi. Il s'était réveillé en pleine nuit en train de repousser une présence qui s'approchait de nous dans la chambre. Il l'a décrite comme un vieil homme maigre, émacié, gris, exactement la silhouette que j'avais vue à la Nouvelle-Orléans. Il a ajouté que depuis mon retour, il sentait une atmosphère bizarre, semblable à ce que nous avions vécu autrefois, mais en plus faible. Ça m'a glacé de l'entendre décrire dans les moindres détails ce que j'avais vu, sans que je lui ai rien raconté. Je ne suis pas du genre à croire aux cristaux et aux rituels New Age, mais je ne prends pas de risques. Lui a ajouté que, selon ses croyances chrétiennes, les démons s'attaquent aux chefs de famille. Ce que j'ai trouvé insultant. Donc quoi? Cette chose s'était accrochée à moi, mais ne me reconnaissait même pas comme une chef de famille. Franchement, impoli. Alors j'ai purifié la maison de fond en comble, déplacé les miroirs, brûlé des herbes, disposé des pierres. Et ça a marché. Petite parenthèse, pendant que j'achetais mes morceaux de tourmaline et de sélénite dans une boutique, une femme est venue vers moi pendant que je regardais distraitement d'autres pierres, juste parce qu'elles étaient jolies, pas pour leur propriété. Elle m'a dit, « Vous essayez de vous débarrasser de quelque chose, pas vrai ?» J'ai éclaté de rire. Mon petit bracelet, œil bleu, de pacotille avait manifestement échoué. Je suis une sceptique absolue, rationnelle à un point qui m'agace moi-même. Pas parce que je ne crois pas à ces choses, j'y crois, et j'ai vécu trop d'expériences inexplicables pour les nier, mais parce que je pense que beaucoup relèvent de l'imagination. Pourtant, parfois, ça arrive vraiment. Et cette fois-là, ça en faisait partie. J'ai 19 ans et je vis encore chez mes parents. Je suis sur le point d'entrer à l'université et depuis le début de ces vacances d'été, j'ai l'impression d'être observé, comme s'il y avait quelqu'un qui rôdait autour de la maison, à l'intérieur ou à l'extérieur, sans que je puisse vraiment le voir. Cette nuit, à minuit 15, quelque chose d'étrange s'est encore produit. J'écris ces lignes à minuit 22, le 13 août 2025, parce que je commence à croire que je deviens fou. J'habite dans une petite ville où il ne se passe jamais rien, vraiment rien du tout. Pourtant, depuis plusieurs jours, j'entends des bruits de pas dans le grenier ou juste derrière le mur de ma chambre. Mon lit est placé contre ce mur et c'est précisément de là que les sons semblent provenir. La seule façon d'accéder au grenier est pourtant de passer par la chambre de ma mère, puis d'ouvrir la trappe, et l'entrée se fait uniquement depuis l'intérieur de la maison. Un détail m'a marqué ce soir.
Une odeur insupportable s'est répandue dans l'air, un mélange de gazon humide, de brûlé et de pourriture, une odeur qui donnait presque la nausée. En me penchant pour mieux sentir, j'ai entendu ce qui ressemblait à une vidéo, peut-être une conversation, une voix brouillée comme si quelqu'un regardait YouTube ou parlait avec une autre personne. Le plus inquiétant, c'est que dehors il n'y avait absolument personne. J'ai voulu sortir fumer une cigarette dans le jardin pour me changer les idées, mais quelque chose m'en a empêché. C'était comme si mon propre esprit me disait de ne pas franchir la porte, car même dehors des bruits étranges se faisaient entendre. J'ai regardé l'heure, il était à peine minuit 4 ou minuit 5. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. J'ai peur de perdre la raison, mais je ne suis pas le seul à avoir remarqué ces choses. Ma mère elle-même a entendu des pas, cette fois à l'extérieur. Une nuit, vers 4 heures du matin, elle est sortie pour vérifier. Elle a inspecté le jardin, les alentours, mais elle n'a rien trouvé, aucune trace de présence. Pourtant, le silence qui a suivi était presque trop parfait, comme si quelque chose se cachait et attendait. Parfois, j'entends des bruits sur les tuiles du toit, comme si quelqu'un essayait d'atteindre ma fenêtre. Mais à chaque fois que je vérifie, il n'y a strictement personne. La sensation est insupportable, c'est comme vivre dans une maison vide qui ne l'est peut-être pas vraiment. Depuis quelques jours, tout se répète. Je dors avec les fenêtres ouvertes mais les volets fermés. Quand les bruits commencent, je sens la panique monter, je tente de me raisonner en me disant que ce n'est rien, mais la peur ne disparaît pas. J'ai ce sentiment constant qu'une présence rôde dans notre maison. Ce qui me terrifie le plus, c'est que toutes les maisons autour de la nôtre ont été cambriolées ou squattées ces derniers mois. Toutes, sauf la nôtre. Et je ne sais pas pourquoi. Je me demande de plus en plus si quelqu'un s'est déjà introduit ici et attend son moment, ou si c'est simplement mon esprit qui me joue des tours. Mais au fond de moi, je sens que quelque chose cloche, et je n'ai aucune idée de ce que je dois faire. En 2019, j'ai rendu visite à mon grand-père dans le Rhode Island. J'avais 18 ans à l'époque. Il habite à East Greenwich, dans une maison vieille de plus de 300 ans. Le Rhode Island est connu pour ses maisons coloniales et son histoire, donc ce n'est pas rare d'y trouver de très vieilles bâtisses. Le premier jour de ma visite, quelques heures plus tard, je suis monté à l'étage pour explorer la maison, j'ai toujours été très curieux, et je suis entré dans la chambre de mon oncle. Il était au travail, donc j'étais seul dans la pièce. J'y étais allé parce que l'accès au grenier se trouvait dans cette chambre, et je voulais voir ce qu'il y avait là-haut. Le couloir est assez long entre la chambre de mon oncle et celle de mon grand-père, et celle de mon oncle est tout au bout. Dès que j'ai tiré l'échelle pour accéder au grenier, j'ai entendu la poignée de la porte s'agiter, tourner sur la droite, et la porte s'est soudainement ouverte à moitié. Je me suis arrêté net, j'ai avancé jusqu'à la porte, j'ai jeté un coup d'œil derrière et j'ai dit « Bonjour ». Aucun bruit, personne de l'autre côté. J'ai haussé les épaules, j'ai refermé la porte et je suis retourné à ce que je faisais. Mais dès que ma main a de nouveau touché l'échelle, la porte s'est ouverte toute seule, encore une fois. Cette fois-ci, j'ai entendu un étrange bruit de souffle derrière la porte, juste avant qu'elle ne bouge. J'ai pris peur, je suis sorti de la chambre et je suis redescendu rejoindre ma famille. J'ai raconté ce qui s'était passé et ils m'ont cru. Ma mère et ma sœur avaient elles-mêmes vécu plusieurs expériences paranormales dans cette maison lorsqu'elles y habitaient dans les années 1990. Elles avaient vu des apparitions complètes, une femme vêtue d'une robe de deuil noire avec un voile, ainsi que des silhouettes sombres. Heureusement, je ne suis pas resté assez longtemps pour vivre quelque chose d'aussi intense. Quant à mon expérience, il n'y avait aucun courant d'air dans cette maison et aucune fenêtre dans le couloir. Je suis donc absolument certain que ce n'était pas un phénomène naturel. C'était très angoissant. Et en tant que catholique pratiquant, je suis convaincu qu'il s'agissait d'une activité démoniaque. Cela s'est passé il y a environ 15 ans, et j'en garde encore une impression très claire. Près de l'endroit où nous emmenions notre chien chez le toiletteur, dans un petit hameau tranquille, se trouvait un vieux cimetière. Pendant que nous attendions que le chien soit prêt, mon jeune fils et moi avons décidé de nous promener entre les tombes.
Le lieu avait quelque chose de fascinant, avec ses pierres usées par le temps et son calme étrange, et juste derrière la clôture paissaient des vaches qui semblaient complètement indifférentes à la présence des vivants comme des morts. Au centre du cimetière se dressait un mausolée ancien. Les barreaux de fer étaient tordus, et à travers les ouvertures on apercevait des détritus jetés à l'intérieur, des canettes, du papier froissé, des restes qui juraient avec la solennité du lieu. Je me suis approché simplement pour observer, sans intention d'entrer, par simple curiosité. Mais lorsque j'ai contourné le mausolée par la gauche, une sensation étrange m'a submergé. C'était comme traverser une barrière invisible, une matière dense et invisible qui pesait sur moi. La meilleure image qui me vient à l'esprit, c'est celle d'un rideau de douche qui colle à la peau, mais en plus lourd, comme si l'air lui-même m'avait freiné. Ce n'était pas une peur brutale, ni une panique incontrôlable, mais un malaise profond, une impression que je n'étais pas le bienvenu de ce côté-là. Mon premier réflexe a été de penser « je n'aime pas ça ». Pourtant, c'était indéniable. Je ne pouvais pas me convaincre que c'était seulement mon imagination. Cette impression de présence, lourde et attentive, semblait provenir de l'intérieur même du mausolée. J'ai alors pensé qu'il pouvait y avoir des esprits veillant sur l'endroit, une sorte de garde invisible destinée à éloigner les vandales et ceux qui jetaient leurs ordures là où reposaient les morts. Avec le temps, le mausolée a été nettoyé. De nouvelles grilles solides ont remplacé les anciennes barres de fer tordues. J'y suis retourné plusieurs fois par la suite, et plus jamais je n'ai ressenti ce que j'avais vécu ce jour-là. Le cimetière, connu sous le nom de River Styx, à Medina dans l'Ohio, avait retrouvé un visage plus digne. Mais malgré tout, cette impression d'avoir un jour traversé quelque chose qui ne relevait pas du monde ordinaire reste gravée en moi, comme si les gardiens invisibles du mausolée m'avaient marqué de leur présence avant de se taire à jamais. La nuit d'Halloween 1983. Une amie et moi avions décidé de regarder l'Exorciste chez mes parents pendant qu'ils étaient en voyage. Au bout d'une vingtaine de minutes de film, il ne se passait encore pas grand-chose, mais elle commençait déjà à avoir peur. On a donc mis le film en pause et on s'est mis à discuter de choses effrayantes. J'ai alors montré un portrait accroché au mur, celui d'une amie de ma mère qui avait été assassinée quelques années plus tôt. Comme j'étais un peu idiot, j'ai dit à Ami, en plaisantant, « Tu imagines si ce tableau tombait ce soir ?» Ah. On reprend le film, et quelques minutes plus tard, le portrait tombe du mur. Sans raison, sans que personne n'y touche. Elle se met vraiment à paniquer et part aux toilettes, en disant qu'elle est trop effrayée et qu'il vaudrait peut-être mieux que je la raccompagne chez elle. Quand elle revient, il y a 2 marches pour descendre dans la pièce. Au moment où elle pose le pied sur la première, toutes les lumières s'éteignent d'un coup. Elle hurle. J'ai dû la ramener chez elle immédiatement. 20 minutes plus tard, je rentre à la maison. Je monte les escaliers dans le noir, sans allumer la lumière, et soudain je me fais violemment attaquer par notre énorme lévrier irlandais. C'était une chienne d'ordinaire douce, presque timide, mais cette fois elle grognait, mordait et me faisait rouler dans les escaliers. Quelque chose l'avait terrorisée. J'ai réussi à la calmer et je suis allé me coucher. Le lendemain matin, un incendie inexplicable s'est déclaré dans le grenier. J'ai réussi à l'éteindre avec un extincteur. Des années plus tard, alors que je racontais cette histoire lors d'un dîner de famille dans la même maison, ma fiancée de l'époque m'interrompt, « Je ne veux pas entendre ça, je n'aime pas les histoires de fantômes. » Et, comme par un parfait timing, toutes les lumières de la salle à manger se sont éteintes d'un seul coup. Ça s'est passé littéralement hier, et honnêtement je ne crois pas avoir encore complètement réalisé ce qui s'est produit. Moi et mon ami rentrions à vélo vers 3h du matin dans une rue faiblement éclairée, juste à côté de chez nous. D'un côté il y avait la forêt, totalement noire au-delà de la lisière, et de l'autre côté une rangée de maisons. De loin, nous avons aperçu une voiture rouge avec un phare cassé, garée un peu plus loin. Dès que nous nous sommes rapprochés, la voiture s'est mise à bouger, elle nous a dépassés très lentement, a fait demi-tour, puis est repassée près de nous. Même dans le noir, on voyait bien que nous étions 2 filles seules en pleine nuit, alors nous avons essayé de mettre un peu de distance entre eux et nous.
En arrivant sur le trottoir, nous avons remarqué une fille, partiellement cachée derrière un camion blanc, qui observait cette même voiture rouge. La voiture avançait doucement vers elle. Soudain, elle s'est mise à courir, remontant le trottoir avant de s'engager sur une piste cyclable qui traverse la forêt. Immédiatement, 2 hommes sont sortis de la voiture et l'ont suivie. Alors nous avons décidé de les suivre à notre tour pour essayer d'aider cette fille. L'instinct de survie n'avait pas encore pris le dessus. J'habite juste à côté de cette forêt. Je sais à quel point il y fait sombre. Personne n'emprunte ce chemin sans lampe torche, sauf pour une raison précise, et encore moins à 3 heures du matin. Les palans, le type au bob, la façon dont la voiture avait disparu, tout semblait anormal. Nous sommes arrivés à l'entrée du chemin et avons vu la voiture rouge qui attendait là. Le conducteur, un homme portant un bob blanc, nous a fixé droit dans les yeux avant d'accélérer et de s'éloigner dans la rue. Le chemin était plongé dans le noir. Nous avons avancé, avec une clôture d'un côté et la forêt dense de l'autre. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué des pas lents et délibérés qui suivaient notre rythme. Ce n'était clairement pas un animal, c'était trop lourd, trop humain. Nous avons continué à marcher jusqu'à ce que mon ami repère la fille devant nous. Elle a allumé sa lampe et a crié « Hé ! Ça va ?» La fille s'est retournée, nous a fixé un instant avec une expression étrange et inquiétante, puis s'est mise à courir encore plus loin dans l'obscurité. À ce moment-là, notre instinct de survie a enfin pris le dessus. Nous avons fait demi-tour et avons couru de toutes nos forces, en hurlant. Une fois revenus dans la rue, nous avons immédiatement appelé la police. En quelques minutes, 3 voitures de police sont arrivées. Ils nous ont posé des questions, et une voiture banalisée est entrée sur le chemin forestier. 5 minutes plus tard, ils sont revenus et nous ont montré une photo de la fille. Les policiers nous ont dit qu'ils l'avaient trouvée avec un homme. Ce qui n'avait aucun sens, puisque moins de 10 minutes plus tôt nous l'avions vue seule et en train de fuir. Ils ont ajouté qu'aucun des deux n'avait voulu donner son identité ni expliquer pourquoi ils étaient là. Puis ils nous ont dit de rentrer chez nous. En repartant, nous avons vu 3 personnes monter dans une voiture de police. Ce qui a rendu la situation encore plus étrange, car plus tôt on nous avait affirmé qu'il n'y avait qu'un seul homme avec elle. Alors, est-ce que quelqu'un nous suivait vraiment dans les bois ? Je ne cesse de penser, et si c'était un piège lié à la traite d'êtres humains ? Peut-être que la seule raison pour laquelle ils ne se sont pas retournés contre nous, c'est parce que nous avions commencé à crier. Quoi qu'il en soit, je n'arrive pas à me sortir cette histoire de la tête. Je crois sincèrement que ma famille est hantée. Toute ma vie, peu importe l'endroit où nous vivons, il s'est toujours passé des choses étranges. Quand j'étais adolescente, ma sœur m'a réveillée en me disant que quelqu'un était dans la maison. Nous sommes restés éveillés toute la nuit à écouter ce qui ressemblait à des pas de bottes résonnant à travers les pièces. Ma mère avait un petit ami qui portait des bottes de cow-boy et c'est exactement ce que ça semblait être. Quand le réveil de ma mère a sonné et qu'elle est sortie de sa chambre, nous lui avons raconté, mais elle ne nous a pas cru. Pourtant, quelques semaines plus tard, elle a entendu la même chose. Chez mes grands-parents, une nuit, je suis sorti de la chambre où je dormais pour aller dans la cuisine et j'ai vu un homme debout au bout du couloir. J'ai eu tellement peur que je me suis enfui en courant dans la chambre. Personne ne m'a cru, mais des choses bizarres arrivaient souvent là-bas. Un soir, nous étions à l'église et plus tard, j'ai entendu mon oncle raconter que quelqu'un avait sonné plusieurs fois à la porte. Quand il ouvrait, il n'y avait personne, et au même instant on frappait à la porte arrière. Quand il se rendait à l'arrière, ça recommençait à l'avant. Ils habitaient en pleine campagne, et le voisin le plus proche était à 1 heure de route. Plus tard, nous avons emménagé dans une caravane, toujours au milieu de nulle part. J'avais 14 ans environ. Chaque nuit, ma sœur et moi entendions ce qui ressemblait à des murmures, mais plus électroniques. La meilleure façon de le décrire, c'est comme une radio réglée sur une émission de discussion, le volume si bas qu'on ne comprenait pas les mots. On ne pouvait pas l'entendre à l'extérieur ni dans une autre pièce, seulement dans notre chambre. C'était si fréquent qu'on s'y est habitué, même si on n'a jamais découvert d'où ça venait. On entendait aussi des sifflements dehors,
juste sous la fenêtre, la nuit. Une fois adulte, ma fille se mettait à faire signe à des gens dans la maison. Quand je lui demandais à qui elle faisait coucou, elle répondait « Monsieur ». Une fois, en descendant le couloir, elle a même dit « Excusez-moi, monsieur ». Mon autre fille, elle, avait plein d'amis imaginaires qu'elle décrivait en expliquant comment ils étaient morts. Je crois vraiment que c'étaient des fantômes. Dans une autre maison, alors qu'elles étaient un peu plus grandes, l'une de mes filles m'a raconté qu'une femme se tenait dans l'embrasure de sa porte avec de longs ongles sales. 2 jours plus tard, l'autre m'a décrit exactement la même chose sans savoir ce que sa sœur avait vu. Quelques années plus tard, nous avons acheté une maison neuve en pensant que ça arrangerait les choses. Mais nous y entendons des bruits de pas précipités dans l'escalier. Un matin, je me suis levé tôt, je suis rentré dans la cuisine et j'ai entendu quelqu'un me dire « Bonjour ». J'ai répondu « Bonjour, je vais préparer le petit déjeuner. Tu en veux ?» Pas de réponse. J'ai vérifié et tout le monde dormait encore. J'ai écrit un livre d'essais personnels et j'y ai inclus cette histoire. L'un de mes lecteurs m'a suggéré que cette communauté pourrait l'apprécier, alors je viens la partager ici. Je vais essayer d'être plus bref cette fois. J'ai vécu en Chine de 2011 à 2016, et cela s'est passé au milieu de l'année 2012. Mon ami et moi avions décidé de passer un week-end dans la ville côtière de Qingdao. Ce n'était qu'à 3 heures de train, et mon ami, qui était incroyablement riche mais aussi complètement désordonné, était ami avec le propriétaire d'un ancien observatoire transformé en auberge où nous aimions séjourner en groupe. Mais cette fois, nous n'étions que toutes les deux. Après une journée agréable, nous avons décidé d'aller dans des bars, mais en évitant le centre-ville. Nous avons pris un taxi, je parlais plutôt bien chinois, mon ami pas du tout, et je lui ai demandé de nous conduire au bar le plus proche. Peu importe si ce n'était pas populaire, qu'il nous emmène où il voulait. En chemin, le chauffeur a repéré un supermarché de fruitiers, très sympa, il a mis le compteur en pause pendant que nous achetions des fruits amusants à goûter. Finalement, il nous a déposés devant un bar un peu étrange, un endroit qui voulait être une boîte de nuit mais sans vraiment en être une. Parfait pour nous. Nous sommes entrés. Environ un quart des tables étaient occupées, dans les clubs chinois, il y a beaucoup de tables et peu de pistes de danse, on danse entre les tables, et le bar était complètement libre. Nous nous sommes installés et avons commandé des bières. C'est là que mon ami a sorti un paquet de pilules. Elle était accro et prenait littéralement 12 Lunesta par jour, souvent 6 d'un coup avant de commencer à boire. On pouvait encore acheter la version générique en vente libre en Chine à l'époque. Une des raisons pour lesquelles elle m'avait demandé de venir avec elle, c'est que je refusais toujours de l'abandonner quand elle était dans un état où elle ne pouvait plus fonctionner. Et puis, il faut dire qu'elle payait tout le voyage et que j'étais à la fois avide de plaire et pressé de faire la fête. J'avais 20 ans et j'ai eu la mauvaise idée de vouloir, moi aussi, tester ce que ça faisait d'être high avec du Lunesta. J'ai insisté pour qu'elle m'en donne. Elle a refusé au début, disant que je ne pourrais pas supporter, mais j'ai insisté et elle a fini par me donner un demi-comprimé. Avalé directement. Soudain, coupure noire. La boîte était maintenant bondée et bruyante, et un grand type me parlait comme si nous étions en pleine conversation. Le barman nous a glissé 2 shots, et l'homme m'a fait signe de trinquer. J'ai bu. Tequila. Coupure noire. Nouvelle coupure. Cette fois, le club était quasiment vide, il ne restait que moi, le grand type, le personnel et quelques clients attardés. J'étais beaucoup plus lucide. Le grand type m'a dit qu'il ne savait pas où était mon ami mais qu'il connaissait le chemin jusqu'à l'auberge. Il a proposé de me raccompagner et je suis monté à l'avant de son van. Nous avons roulé, longtemps. Bien plus longtemps que le trajet qu'avait pris le taxi. Je l'ai fait remarquer, et il m'a répondu tranquillement, « Non, on va chez moi. J'ai des amis qui ont vraiment envie de te rencontrer. » Dans ma tête, alerte rouge. J'ai commencé à réfléchir discrètement à une façon de m'échapper. La porte était déverrouillée, c'était déjà ça. Mais la vitesse de la voiture rendait impossible toute tentative de sauter. Et ce n'était pas le genre d'endroit où les passants interviendraient.
Alors j'ai fait l'inventaire de ce que j'avais sur moi. J'ai senti mon paquet de cigarettes. À l'horizon, une supérette ouverte 24 heures. Le feu passait à l'orange, puis au rouge. Dès que la voiture a ralenti, j'ai crié « Il faut que j'achète des cigarettes ». J'ai ouvert la portière et je me suis précipité dans le magasin. J'ai supplié les caissiers d'appeler la police parce qu'un homme dangereux me poursuivait. Ils ont refusé et ont commencé à me crier dessus pour que je sorte. Puis le grand type est entré, m'a vu et s'est mis à marcher rapidement vers moi. J'ai crié encore qu'ils appellent la police, mais ils insistaient pour que je parte. Alors j'ai couru dans les allées, renversant des présentoirs derrière moi pour le ralentir, jusqu'à ce que la police arrive. Je me suis précipité vers les agents, me suis caché derrière eux et j'ai pointé du doigt le grand type en disant « Il essaie de m'emmener ». Les policiers étaient totalement perdus au début, mais comme ils n'avaient aucune explication, ils nous ont mis dans 2 voitures différentes et nous ont emmenés au poste. On m'a installé dans le bureau d'un enquêteur, pendant qu'ils emmenaient l'homme dans une salle à l'arrière. L'inspecteur m'a posé plein de questions, qui j'étais, ce que je faisais à Qingdao, pourquoi j'étais en Chine, il voulait voir mon passeport. J'ai demandé si je pouvais sortir fumer, il a refusé. Il est parti. J'ai attendu, encore et encore. Mon téléphone était à plat. Je n'avais plus d'argent. Heureusement, il me restait mon appareil photo réflexe. Après plusieurs heures, l'inspecteur est revenu et m'a dit que je pouvais partir. J'ai demandé ce qu'il en était du grand type. Il m'a expliqué qu'il avait présenté une fausse identité, qu'ils avaient découvert qu'il venait en réalité de Hong Kong. Il refusait de dire pourquoi il était à Qingdao alors qu'il devait se trouver dans une autre ville, ni où il logeait. Il le retenait donc pour l'interroger davantage. J'ai expliqué aux policiers que mon téléphone était mort et que je n'avais plus d'argent pour un taxi. Ils m'ont répondu que ce n'était pas leur problème. Finalement, j'ai trouvé un chauffeur compatissant qui m'a ramené à l'auberge en échange d'une cigarette. Arrivé devant la chambre, je n'avais pas de clé. Mon ami avait la seule. J'ai frappé pendant 10 minutes avant qu'elle ne se réveille, m'ouvre, puis retourne aussitôt se coucher. Honnêtement, j'étais juste soulagé qu'elle soit saine et sauve. Quand j'avais environ 12 ans, je jouais seul au jeu de Bloody Mary dans ma chambre, devant le miroir. Une poupée que j'avais, posée sur une étagère en hauteur et qui ne bougeait jamais, a littéralement traversé la pièce après le 3e Bloody Mary. À 22 ans, je dormais une nuit quand une lumière éclatante m'a réveillé. J'ai ouvert les yeux et je me suis dit, mais pourquoi ma mère, mon père ou l'un de mes frères aurait allumé la lumière dans ma chambre à 3 heures du matin? Quand je me suis retourné et que je me suis assis, j'ai vu 3 êtres gris d'environ 2,10 mètres entrer dans un portail. Le dernier s'est arrêté, comme s'il avait entendu ma pensée, et il m'a regardé avant de partir. À 29 ans, moi et ma copine de l'époque étions seuls dans la première maison que j'avais achetée. Elle avait été construite dans les années 50 et j'ai découvert plus tard que quelqu'un y était mort. Bref, nous regardions un film de fantômes et je me suis mis à plaisanter en disant que tout ça n'était que des conneries. Cela a déclenché 3 nuits d'événements étranges qui se sont terminées par des marques de mains en forme de bleu sur sa jambe, qui ne correspondaient ni à mes mains ni aux siennes. J'ai d'ailleurs encore les photos. Elle m'a aussi raconté plus tard qu'elle avait entendu une balle rebondir et des rires d'enfants venant du sous-sol, en pensant que je me moquais d'elle. Mais j'étais dehors en train de tondre la pelouse. Vers 30 ans, j'ai été témoin d'un accident de voiture mortel juste devant moi. C'était en plein été et il faisait très chaud. Tout à coup, l'air est devenu glacé et j'ai vu ma respiration. J'ai aussi senti la présence de l'esprit de la victime, debout ou flottant juste à côté de moi, comme s'il s'agissait d'une personne normale. Puis l'esprit est parti d'un coup et l'air est redevenu à température normale. Toutes ces histoires sont vraies et me sont réellement arrivées. Moi et ma sœur, nous sortons souvent nous promener ou faire du vélo après la tombée de la nuit. Normalement, il ne se passe jamais rien de bizarre, mais aujourd'hui ma vie a changé à jamais. J'aurais pu être blessé, ou pire. Pour situer, je vais parfois courir sur une piste près de chez moi.
En général, j'y vais pour faire 5 tours en courant ou en marchant. Mon père me répète toujours de garder un écouteur retiré, mais je ne l'ai jamais vraiment écouté. Donc j'arrive sur la piste, tout se passe bien. J'écoute ma musique, je fais mes 5 tours. Une fois terminé, je vais décrocher mon vélo et, à ce moment-là, je vois quelqu'un. Peut-être un lycéen? Non. Et s'il en était un, il n'avait clairement pas peur de finir en maison de correction. Quand je l'ai vu, j'ai enlevé mes écouteurs mais je n'ai rien dit. Lui, il demandait s'il y avait quelqu'un. J'ai eu la mauvaise idée de l'ignorer et j'ai commencé à marcher vers le parking, qui était assez proche de là où il se trouvait. J'étais sur le trottoir en bas, près des gradins de la piste, et je marchais vers le haut. Lui était près des arceaux à vélo, un peu plus près de la pelouse, et avançait vers moi. Avec le recul, j'aurais dû aller parler à l'autre personne présente sur la piste, qui n'était qu'à 25 mètres. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai continué à marcher vers le parking, et lui s'est rapproché encore. J'aurais dû faire demi-tour, mais je ne l'ai pas fait. J'ai continué. Il m'a lancé un nouveau « Salut » et moi, bêtement, j'ai répondu « Tu as besoin de quelque chose ?» Il n'a rien dit, il a juste continué à marcher vers moi. À ce moment-là, j'ai sauté sur mon vélo et j'ai commencé à pédaler. Il m'a demandé « Tu vas à l'école ici ?» J'ai répondu « Non ». Je ne le voyais plus et je pédalais doucement pour m'éloigner. Puis je l'ai entendu. Le bruit de ses chaussures sur le béton. Là, je suis passé en mode panique. J'ai pédalé aussi vite que j'ai pu et, d'une manière ou d'une autre, j'ai réussi à lui échapper. J'étais terrifié, je n'arrêtais pas de jurer dans ma tête, complètement secoué par l'adrénaline. Je pouvais l'entendre derrière moi. Il a cessé de me poursuivre quand je suis arrivé au bout du parking et que j'ai pris l'allée de l'école. Je jetais constamment des regards en arrière. Puis il a disparu. Où était-il passé? Je n'ai pas pris le temps de chercher à le savoir, j'ai juste continué à pédaler sans m'arrêter. J'ai fini par rentrer chez moi, mais tellement paranoïaque que j'ai pris le chemin le plus long. La première fois que c'est arrivé, j'étais au collège. En 5e, je prenais le bus pour rentrer soit chez moi soit chez ma grand-mère le mercredi, avec mes cousins et mes frères et sœurs. Les 2 maisons se trouvent en bas de 2 collines, avec de longues allées. Tous les mercredis, quand nous descendions du bus chez ma grand-mère, nous voyions une camionnette garée en haut de la colline. Une fois le bus reparti, la camionnette descendait lentement devant l'allée où s'y engageait pour nous observer. Un jour, en descendant du bus devant ma maison, la camionnette a accéléré et s'est engagée dans notre allée. Nous avons couru aussi vite que possible vers la porte d'entrée. Dès que nous sommes entrés à l'intérieur, le véhicule a démarré en trombe en voyant une autre voiture garée là. Après cela, ma grand-mère a commencé à venir nous chercher au bout de l'allée et la camionnette a cessé d'apparaître. La 2e et la 3e fois, c'était quand j'étais à l'université. Un soir, j'avais envie de glace et je suis allé à l'épicerie. La nuit commençait à tomber et le parking était assez plein, comme c'était un petit magasin. La seule place libre était à côté d'un pick-up blanc. Comme je suis un peu paranoïaque, j'ai essayé de sortir rapidement de ma voiture pour entrer dans le magasin. Au moment où je descendais, j'ai vu la portière passager du pick-up s'ouvrir et un bras essayer de m'attraper. J'ai immédiatement couru à l'intérieur et je n'en suis pas ressorti tant que le pick-up n'était pas parti et qu'un employé ne m'avait pas raccompagné. L'année suivante, j'ai commencé à travailler chez Burlington. Nous avions un client régulier qui venait toujours à ma caisse. Il semblait un peu étrange et ne me parlait jamais vraiment. Quelques soirs après mon embauche, j'ai remarqué qu'une voiture était garée près de la mienne presque chaque soir, et elle n'appartenait à aucun de mes collègues. Je n'y ai pas prêté trop d'attention, mais je restais vigilante. Souvent, après le travail, j'allais chercher des ailes de poulet dans le restaurant voisin. Une nuit, alors que j'attendais ma commande dans ma voiture, j'ai vu ce client sortir d'un pick-up et commencer à marcher vers moi, en tripotant quelque chose dans ses mains. J'ai oublié ma commande et j'ai démarré aussitôt. Peu après, j'ai quitté ce travail. Aujourd'hui, je le vois dans presque tous les magasins où je vais.
Si je vais manger quelque part, il est là. Si je vais faire des courses, il est là. Quand j'emmène ma fille au parc, il passe en voiture. Je ne l'ai jamais aperçu près de ma maison ni de mon travail, donc je ne sais pas si ce n'est qu'une coïncidence. Mais je commence à avoir peur de sortir de chez moi, car j'ai vraiment l'impression qu'il me suit. Je suis né et j'ai grandi dans la banlieue d'une grande métropole américaine. Au début de ma vingtaine, mon copain de l'époque, mes 2 meilleurs amis, plutôt comme des frères, l'une de leurs copines et moi avons décidé d'ouvrir un certain type de boutique hipster, dans un quartier très pauvre et à forte criminalité. Dit comme ça paraît idiot, mais ce quartier commençait peu à peu à se transformer. Plusieurs restaurants et bars indépendants s'y installaient et avaient un vrai impact positif. Avant de me lancer à 100%, moi, femme, 23 ans, et ma cousine, 23 ans aussi, avions entendu des histoires pas très rassurantes sur le bar situé juste en face de l'endroit où j'allais ouvrir la boutique et vivre à l'étage. Un mardi matin vers 11h, nous avons décidé d'aller voir ça par nous-mêmes. On arrivait, à première vue, c'était un bar comme n'importe quel autre dans le Midwest, sauf que le barman nous a immédiatement regardé avec inquiétude en disant « En fait, je ne travaille même pas ici, j'habite juste dans l'appartement au-dessus, et j'ai vu que le vrai barman n'était pas venu. » Malgré ça, nous avons décidé de rester pour observer un peu. On commande 2 bières et on s'installe au comptoir, en laissant un bon pourboire à ce faux barman, parce que, sérieusement. Puis 2 types se sont approchés derrière nous, nous coinçant presque contre le bar. Ils ont demandé quelques dollars et m'ont donné l'un de leurs vieux téléphones à clapper en guise de « garantie ». Une vingtaine de minutes plus tard, l'un d'eux revient vers nous, ouvre la main et nous montre une poudre blanche en disant « Je peux t'offrir une nouvelle vie ». Ma cousine et moi, un peu prises au dépourvu, avons dit « Intéressant, on va aux toilettes ». Là, nous avons commencé à réfléchir à un plan pour nous échapper. Nous avons décidé de sortir, d'expliquer discrètement au barman que nous ne nous sentions pas en sécurité et de filer jusqu'à la voiture garée derrière le bâtiment. Rappelons qu'il était à peine 13 heures. En sortant, les types nous ont suivis et une voiture s'est arrêtée, portière arrière ouverte. Personne n'est sorti, mais ils ont essayé d'attraper ma cousine, plus petite que moi. J'ai attrapé sa main et j'ai couru avec elle jusqu'à sa voiture, que nous avons verrouillée aussitôt. Nous avons éclaté en sanglots. Mais c'était trop tard, nous avions déjà signé le bail de ce local, avec logement au-dessus. Un mois plus tard, j'ai remarqué un type très grand, avec d'énormes lunettes à verres épais, qui passait son temps à faire des allers-retours dans la rue. C'était clairement un dealer, et sans doute aussi un proxénète. Environ une semaine après notre emménagement, un soir magnifique du Midwest, nous étions devant notre immeuble avec nos chiens, pleins d'optimisme et d'espoir. Soudain, nous avons entendu ce que nous avons cru être un pot d'échappement qui pétarade, juste à côté. Puis des gens se sont mis à courir et à hurler, cherchant à se cacher derrière un bâtiment d'en face. La scène semblait au ralenti, j'ai vu ce type aux lunettes épaisses, que je reconnaissais, courir en tenant ce qui restait de sa mâchoire, ensanglanté, avant de se cacher derrière un coin de mur. Le lendemain, en marchant dans la rue, j'ai vu la traînée de sang. Je me suis inquiété de ce qui pourrait nous arriver, avec notre magasin et notre logement dans ce quartier. 3 ans plus tard, je suivais un cours sur la question des sans-abri à l'université, car je voulais vraiment m'investir pour aider cette communauté. Malgré la violence, il y régnait un véritable esprit d'entraide et de solidarité. Le cours était minuscule, et j'étais l'une des premières à arriver le premier jour. J'attendais calmement, et les étudiants entraient peu à peu. Puis je l'ai vu. Très grand, les mêmes lunettes bouteilles, mais cette fois avec une cicatrice atroce au menton. C'était lui. L'homme qui se trouvait dans la voiture qui avait tenté d'attraper ma cousine. L'homme dont j'avais vu la mâchoire se faire arracher sous mes yeux. J'ai été tétanisé. J'avais peur qu'il me reconnaisse. Il a parlé en premier, expliquant comment il avait été mêlé à des choses terribles, comment il avait été abattu au visage puis envoyé en prison, et comment c'est là qu'il avait décidé de changer, de ne plus être une « tâche » sur cette communauté mais d'y contribuer. Toute la classe l'a applaudi, et nous lui avons souhaité la bienvenue. Je ne lui ai jamais dit que j'avais été là, ni que j'avais été témoin.
Il était gentil, et je suis sûr qu'il n'aurait pas mal pris que je lui en parle. Mais je n'ai pas voulu rouvrir de vieilles blessures. Au début de cette année, ma copine, 29 ans, et sa sœur ont hérité d'un chalet après le décès de leur mère. C'est un bel endroit, avec un lac privé et tout, où ma belle-mère passait 9 mois par an, seule. Depuis juin, mon beau-frère, 36 ans, et moi, 31 ans, passons nos week-ends là-bas à le retaper. Nous avons fait des réparations mineures, construit une deuxième chambre, installé un ponton pour les enfants, ce genre de choses. Nous avons eu quelques visiteurs au fil des semaines. Des personnes qui connaissaient ma belle-mère sont venues présenter leurs condoléances, des locaux curieux de voir les rénovations. Jusqu'ici, tout le monde avait été sympa et respectueux. Nous avons mis un panneau propriété privée à l'entrée du terrain, et dans l'ensemble les gens l'ont respecté. Le pire qu'on ait vu, c'était un Ford F-150 qui est entré sur le parking, a fait marche arrière puis est reparti. Nous savons que c'était un F-150 parce que, comme nous ne sommes pas là en semaine et que le chalet est à plusieurs heures de route, ma belle-sœur a insisté pour qu'on installe une caméra de surveillance, et ça devient important plus tard. Le mois dernier, j'y suis allé seul, parce que la famille assistait à un mariage. Ça ne me gênait pas, car rien de ce que j'avais prévu pour le week-end ne nécessitait 2 personnes. Quand j'ai ouvert la porte du chalet, j'ai été frappé par une forte odeur de cigarettes bon marché. Nous ne fumons pas, et les beaux-parents non plus. Ayant grandi dans une maison sans tabac, j'y suis particulièrement sensible. Je n'ai pas trouvé d'où ça venait, mais l'odeur persistait et m'a rendu nauséeux tout le week-end. À part ça, rien de vraiment étrange. Il y avait quelques vaisselles sales dans l'évier, ce qui pouvait être mon beau-frère qui n'avait pas nettoyé derrière lui. Mais je n'arrivais pas à me défaire de l'impression que quelqu'un avait été à l'intérieur. Je n'avais aucune preuve, juste un mauvais pressentiment. Dans les semaines suivantes, j'ai commencé à surveiller les images de la caméra. C'est ça qui me perturbe le plus. Des semaines entières à revoir les enregistrements, et rien. Absolument rien. Parfois, les lumières à détection de mouvement s'allumaient la nuit, mais ça pouvait tout aussi bien être un cerf ou un porc-épic. Rien de concret. Sauf qu'aujourd'hui, je pense que j'ai enfin une preuve. Comme nous avions un gros chantier prévu, refaire le toit, nous sommes partis environ 1 heure plus tôt que d'habitude pour travailler avant que le soleil de l'après-midi ne tape trop fort. Cela a peut-être surpris celui qui rôdait. En entrant, j'ai entendu distinctement une porte de l'autre côté du chalet claquer. Il a dû nous entendre arriver et filer aussitôt. Je ne suis pas du genre à courir après quelqu'un, surtout si je ne sais pas s'il est dangereux, alors je suis retourné sur la terrasse. À ce moment-là, il avait déjà disparu dans la forêt. La porte coulissante était effectivement déverrouillée, ce que je ne comprends pas. Nous avons pourtant tous une checklist à suivre en partant, et chaque porte y est notée. Nous avons fait le travail prévu, mais maintenant j'ai l'impression que ce type rôde toujours et nous observe. Il savait exactement à quel moment nous devions arriver. Ce n'était pas juste qu'il avait remarqué que nous venions uniquement les week-ends et qu'il évitait le vendredi soir. Il connaissait notre emploi du temps précis, au point de nous berner pendant des semaines. Je soupçonne même qu'il connaisse l'existence de la caméra. S'il reste en dehors du champ, elle ne le capte pas. J'envisage d'en installer une deuxième de l'autre côté. Je ne veux pas dire à ma copine que le chalet de sa mère est squatté par un type louche, parce qu'elle n'y remettrait jamais les pieds, et c'est la dernière chose qui lui reste d'elle. Mais en même temps, je n'ai aucune envie de croiser ce gars à nouveau. Chaque fois que je raconte cette histoire, je m'en veux de ne pas avoir pris de photos ni gardé la moindre preuve. Ça paraît tellement invraisemblable que je crois que ma responsable ne m'aurait jamais cru s'il n'y avait pas eu 2 autres employés pour confirmer. En 2021, moi je travaillais dans le Papa John's de ma ville. À l'époque, je sortais du lycée vers 14h, je prenais mon service de 15h30 à 21h30, puis je rentrais en voiture. Le restaurant se trouvait dans une petite galerie marchande, avec de grandes baies vitrées qui allaient du sol au plafond. Les passants pouvaient voir l'intérieur du magasin et même partiellement derrière le comptoir. C'était un mercredi,
donc très peu de commandes. Le seul manager présent, un gars de 21 ans, nous avait laissés seuls, moi et 2 autres employés, pour gérer le service. Je vais les appeler T et Monsieur, c'était donc tous les 3, seuls, à faire tourner le magasin jusqu'au retour du manager pour la fermeture à 21h30. M était traîné près de la caisse pendant que je préparais la pâte à pizza. J'étais à peine 1 heure dans mon service quand j'ai levé la tête et vu un type passer devant la vitrine, entièrement déguisé en clown. Il portait un masque de clown d'Halloween, avec des cheveux bleus fixés dessus, et une sorte de combinaison jaune à pois. Au début, je n'ai pas réagi, c'était début octobre, j'ai pensé qu'il allait à une fête ou quelque chose du genre. Puis j'ai vu T pointer du doigt l'avant du magasin. Le clown repassait dans l'autre sens, cette fois-ci la tête tournée vers T et M derrière la caisse. Là, on a commencé à être mal à l'aise, mais on se disait encore que c'était sûrement une blague d'Halloween. Pendant une trentaine de minutes, il n'a cessé de faire des allers-retours devant la vitrine. Par moments, il disparaissait, puis revenait. T bombardait le manager de messages, sans réponse. Ce qui m'a le plus glacé, c'est quand le clown s'est arrêté juste devant, s'est tourné vers nous et a collé son visage directement contre la vitre, les mains en visière sur ses yeux, comme s'il voulait nous observer de plus près. Il a continué à rôder encore 45 minutes. Le moment de trop, ça a été quand elle m'a dit qu'elle devait aller chercher quelque chose dans sa voiture, garée juste en face, sur le parking. Et évidemment, T lui a dit que c'était une mauvaise idée, mais ils ont fini par s'accorder, M sortait, et T restait posté à la porte pour surveiller. Je n'étais pas devant à ce moment-là, mais quand je suis revenu, j'ai trouvé T et M, pâles et serrés derrière la caisse. Ils m'ont raconté que quand M est sortie et qu'elle est revenue vers la boutique, elle a vu le clown près de l'entrée, immobile, la fixant. Et alors qu'elle marchait vers la porte, il s'est mis à mimer un mouvement sexuel, à baiser dans le vide, en la regardant. M a couru à l'intérieur et T a verrouillé la porte. On a immédiatement appelé le propriétaire de la franchise pour expliquer la situation. Lui a réussi à joindre le manager, qui n'est revenu qu'aux alentours de 20h. Bien sûr, à ce moment-là, le clown avait disparu depuis longtemps. Heureusement, quand je suis sorti pour prendre ma voiture ce soir-là, il ne s'est rien passé. C'est arrivé quand j'étais en 5e, en 2023. Comme je vis au Kirghizistan, le système scolaire n'est pas le même qu'en Amérique. J'étais en première équipe, ce qui voulait dire que j'avais cours de 8h à 13h. J'étais le genre d'enfant qui rentrait toujours directement à la maison après l'école, mais je marchais toujours avec mes 2 meilleurs amis, car nous habitions près les uns des autres. Quand nous arrivions au point où nos chemins se séparaient, nous nous disions au revoir et chacun rentrait de son côté. C'était l'automne, je portais donc mon uniforme scolaire, avec une veste et un bonnet, car il faisait assez frais. Notre immeuble avait 7 entrées et la mienne était la 7e. J'habitais dans un bon quartier, au centre de la ville. Alors que je m'approchais de ma porte, j'ai remarqué un homme debout sur le perron, près de l'entrée. J'ai ressenti immédiatement une sorte d'avertissement intérieur me disant de ne pas entrer dans l'immeuble en même temps que lui. Il m'a regardé avec des yeux vides, ce qui m'a fait un peu peur. Puis il a tourné la tête vers moi, m'a fixé et il est entré dans le bâtiment. Ma mère m'avait toujours dit de ne pas rentrer avec des inconnus, alors je suis resté dehors sur le perron, en essayant d'écouter si l'homme prenait l'ascenseur. Quand j'ai entendu l'ascenseur monter, j'ai enfin décidé de rentrer. Heureusement, il n'y avait personne dans le hall. J'ai appuyé sur le bouton, attendu l'ascenseur, puis je suis monté dedans et j'ai choisi le 8e étage. Pendant que je montais, j'ai entendu des pas précipités dans l'escalier, juste à côté, puisque l'ascenseur était proche des marches. On entendait clairement quelqu'un courir. Mon cœur s'est mis à battre plus vite, je savais qu'il se rapprochait. Quand les portes se sont ouvertes, j'ai commencé à frapper et à appuyer nerveusement sur la sonnette de l'appartement. Malheureusement, mon frère aîné était toujours lent à ouvrir la porte. Pendant que j'attendais, j'ai jeté un coup d'œil vers l'escalier et j'ai vu cet homme foncer vers moi à toute vitesse, les yeux fixés sur moi. Il était si grand qu'il sautait presque 3 marches à la fois. J'étais terrifié. Je frappais encore plus fort,
tandis qu'il continuait à courir en me regardant. Mon frère a finalement ouvert la première porte, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Je me suis précipité à l'intérieur, j'ai verrouillé la porte et j'ai raconté ce qui s'était passé. Je dois préciser que je connais tous les voisins de notre immeuble, et je n'avais jamais vu cet homme auparavant. Il avait aussi l'air négligé et pas en bon état. Mon frère, qui avait 16 ans à l'époque, mesurait 1,85 m et faisait de la lutte. Il a rouvert la porte et s'est avancé vers l'homme pour lui demander qui il était. L'individu est devenu agressif. Il a sorti son téléphone et a fait semblant de parler à quelqu'un. Il s'est mis à se montrer impoli, grossier, tandis que mon frère gardait son calme et lui disait qu'il faisait peur aux habitants de l'immeuble. L'homme s'en fichait et s'est mis à insulter. Finalement, mon frère a refermé la porte rapidement et m'a dit de faire attention. Depuis ce jour, j'ai encore peur de rentrer dans l'immeuble. Nous avons fait construire une maison en 2020, sur l'emplacement exact où une famille avait péri dans un incendie. L'un des membres de la famille était paraplégique, gros fumeur, et vivait au rez-de-chaussée. C'étaient des accumulateurs compulsifs, et une cigarette mal éteinte a transformé leur maison en véritable brasier. Dès notre emménagement, nous avons ressenti comme une présence, l'impression constante d'être observés. Une nuit, alors que j'étais allongé sur le canapé, j'ai entendu quelqu'un descendre les escaliers et entrer dans la cuisine. J'ai appelé mon fils cadet, pas de réponse. J'ai appelé mon fils aîné, pas de réponse non plus. Je me suis redressé, j'ai regardé vers la cuisine, il n'y avait personne. Je me suis levé, j'ai vérifié, la pièce était vide. Il arrivait parfois, le soir, que nous sentions une forte odeur de vieille fumée de cigarette en regardant la télévision dans le salon du rez-de-chaussée. Un après-midi, alors que je faisais une sieste, je me suis réveillé en entendant une voix de femme âgée m'appeler par mon prénom, juste derrière la porte de ma chambre. Quand je me suis levé pour voir, il n'y avait personne. Ma sœur, qui est très sensible aux énergies, a dormi un soir dans la salle de jeu du sous-sol. Elle m'a dit qu'elle avait vu une entité au pied des escaliers qui la fixait intensément, et que son nom était Will. J'ai ri en entendant ça, car aucune personne de ce prénom n'était censée être liée à la maison. Mais après avoir fait des recherches sur la famille décédée, j'ai découvert que le père s'appelait William, et qu'il était mort dans les années 70. Nous avions accroché un vieux tableau dans la cage d'escalier, et à 3 reprises il est tombé. Pourtant, personne n'était passé à côté à ces moments-là. Le tableau était fixé avec un fil de fer tendu sur un clou enfoncé dans un montant du mur. Le clou et le fil étaient restés parfaitement en place après chaque chute. Après la 3e fois, nous avons décidé de ne plus le remettre. Il y a eu divers phénomènes, des odeurs de vieux parfums, des bruits de pas traînant sur le plancher. Nous avons finalement demandé à un ancien de venir bénir et purifier la maison. Nous lui avons demandé de dire aux esprits qu'ils pouvaient rester, tant qu'ils demeuraient respectueux. Depuis cette bénédiction, les manifestations se sont raréfiées. Cette année, nous n'avons eu qu'un seul incident. J'avais 5 ou 6 ans quand c'est arrivé. Je partageais ma chambre avec ma sœur. Nos lits étaient placés de chaque côté de la pièce. Ma sœur dormait toujours profondément. Moi, au contraire, j'étais un très mauvais dormeur. Le moindre changement, comme la lumière qui s'allume ou s'éteint, la pluie dehors, ou un bruit subtil suffisait à me réveiller. Cette nuit-là, je me suis réveillé à cause d'un mouvement sur mon lit. J'ai dû ajuster mes yeux à l'obscurité et me concentrer entièrement, mais cela n'a pas pris longtemps car j'ai entendu de petits bruits. J'étais terrifié et je ne voulais pas bouger, alors j'ai seulement relevé un peu la tête et j'ai vu comme une nuée de petits hommes primitifs sur ma couverture. Ils soufflaient fort et se comportaient de manière agressive, me piquant avec des lances et autres. Ils n'infligeaient pas de véritables blessures car ils étaient de la taille de petits soldats en plastique, mais je sentais quand même les coups. J'étais paralysé de peur, mais j'ai réussi à tourner la tête vers ma sœur qui, évidemment, dormait profondément jusqu'au matin. Mon cerveau n'arrivait pas à comprendre ce que je voyais. Ils me terrifiaient, ils avaient l'air effrayants et furieux. Petite précision,
C'était bien avant la nuit au musée ou n'importe quel film avec ce genre de personnage. Je ne vois d'ailleurs aucun dessin animé qui aurait pu inspirer une telle vision. Je voulais m'échapper, alors j'ai jeté ma couverture, fermé les yeux, car j'avais peur du noir, et couru à travers le couloir plongé dans l'obscurité jusqu'à la chambre de mes parents. Je savais instinctivement où se trouvait leur lit. J'ai sauté, les yeux toujours fermés, pour atterrir entre mes parents, mais je suis tombé sur mon petit frère, qui avait fait pipi au lit et était venu chercher une place sèche pour dormir. Cela a réveillé mon père. Je ne me souviens plus très bien de ce que j'ai dit, peut-être quelque chose comme « il y a des choses dans mon lit ». Mais leur lit était trop encombré et le lit de mon frère était mouillé, alors mon père m'a pris et m'a ramené dans ma chambre. Je me rappelle la panique et le désespoir que j'ai ressenti. Mon père a allumé la lumière, a arrangé mon lit et secoué la couverture pour chasser les choses. Il m'a bordé, éteint la lumière et est reparti dormir. J'étais encore paniqué intérieurement quand j'ai entendu les petites voix grinçantes venant du lit de ma sœur. Ils étaient sur son lit en train de lui faire la même chose qu'à moi. Puis, soudainement, ils se sont tournés vers moi et se sont mis à charger. Cette fois, j'étais parfaitement réveillé. Je me suis enfui de nouveau vers la chambre de mes parents et j'ai décidé de dormir dans le lit de mon petit frère. Ce n'était pas fini. Cela s'est reproduit une autre fois. Je me suis réveillé au son des petits bruits grinçants et j'ai vu des dizaines de ces petits hommes en train de piquer ma sœur. Elle dormait encore profondément. Cette fois, ils m'ont complètement ignoré. Le lendemain matin, ma sœur était assise sur son lit et levait étrangement ses jambes pour regarder sous ses pieds. 30 ans plus tard, j'étais chez elle, nous passions un après-midi agréable à discuter et à nous rappeler notre enfance. Nous parlions de notre vieille chambre, des rideaux à motifs de ferme que nous détestions, des gribouillages sur les murs. Je ne sais plus pourquoi ni comment, mais j'ai mentionné ces nuits étranges. Alors que je racontais, j'ai vu ma sœur devenir complètement silencieuse. Elle avait l'air d'avoir vu un fantôme. Puis elle s'est mise à parler précipitamment, expliquant qu'elle aussi avait vécu la même expérience. Elle décrivait exactement les mêmes créatures. Ensuite, elle s'est assise, a levé ses jambes et j'ai vu une multitude de petites cicatrices comme des poings. Elle m'a dit que ces créatures les avaient faites. Elle se souvenait aussi être parfaitement réveillée, être allée courir vers nos parents et que notre père avait réagi de la même façon que pour moi. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais toujours pas comment comprendre cela. Si quelqu'un d'autre me racontait cette histoire, j'aurais beaucoup de mal à y croire. Mais c'est arrivé. Je crois que notre maison était maudite et que rien de bon n'y est jamais arrivé. Cela s'est passé en août 2013. Je visitais Montréal pour leur week-end d'Ivicité, qui était un peu comme la Fierté mais se déroulait le long week-end précédant la Fierté officielle de Montréal. Mon meilleur ami de l'époque avait rencontré un gars à la Fierté de Toronto un mois plus tôt, et celui-ci nous avait invités tous les deux, afin que mon ami ne se sente pas mal à l'aise de passer le week-end avec quelqu'un qu'il ne connaissait pas bien. Nous sommes arrivés le jeudi et le séjour commençait très bien. Nous sommes sortis la première nuit, avons flâné dans les rues fermées aux voitures le lendemain, puis notre hôte nous a préparé un bon dîner avant que nous ne ressortions le vendredi soir. Petite précision avant d'en venir au fait, à cette époque je faisais souvent la fête avec de la drogue, et comme j'avais tendance à perdre mon téléphone, j'avais pris l'habitude de ne plus l'apporter en soirée depuis environ 1 an. Ce vendredi soir-là, nous sommes allés dans un club, le Parking, qui malheureusement a fermé depuis. La musique était géniale et les shots de tequila étaient incroyablement peu chers. Je dansais et me déplaçais un peu partout dans le club, revenant régulièrement voir mon ami et notre hôte. J'ai aussi croisé des connaissances venues de Toronto et j'ai pris de la MDMA avec eux. Après avoir encore dansé jusqu'à être trempé de sueur, je suis allé aux toilettes pour me rafraîchir et uriner. Quand je suis entré, quelqu'un sortait, mais j'avais l'impression d'être seul. J'ai utilisé une cabine parce que j'ai du mal avec les urinoirs. À ma sortie, j'ai été surpris de voir un homme debout dans un coin, en train de me sourire. Il semblait avoir la trentaine, un peu petit et rond, portait un polo, un jean et des lunettes. Je me souviens m'être dit qu'il avait une tête de comptable, sans trop savoir pourquoi cette pensée m'était venue.
Je n'étais pas sûr d'avoir entendu la porte s'ouvrir, alors j'ai juste souri et dit bonjour en allant me laver les mains. « Salut » a-t-il répondu, « tu t'amuses ce soir ?» J'ai dit que oui, que la musique était incroyable, tout en m'essuyant avec des serviettes en papier. « Tu veux faire un peu de coke avec moi ?» a-t-il demandé. Ce n'était pas la première fois qu'on me proposait ça dans les toilettes d'un club et j'avais déjà vécu de bonnes expériences en acceptant, alors, déjà bien ivre et défoncé, je n'ai pas réfléchi et j'ai accepté. « J'habite tout près, on peut aller chez moi faire quelques lignes, boire un verre, puis revenir au club, a-t-il proposé. Avec le recul, je me rends compte à quel point c'était stupide et imprudent d'accepter, mais sur le moment je n'ai pas réfléchi et je suis parti avec lui. Le club permettait de rentrer à nouveau grâce à un bracelet. Nous avons discuté en chemin. Il m'a demandé d'où je venais parce qu'il avait remarqué que je n'étais pas de Montréal, il a voulu savoir mon âge, mon prénom, et quels événements j'avais fréquentés. Quand j'ai demandé son nom, il a répondu que nous étions arrivés. La marche n'avait pas semblé longue, peut-être 5 minutes, mais je n'avais pas fait attention à la direction. Son appartement se trouvait dans un petit immeuble de 3 étages. Son logement était au 2e, accessible par un escalier métallique étroit. La porte était au milieu, entre 2 autres appartements. Il a ouvert la porte, m'a laissé entrer en premier, a allumé la lumière et m'a dit de me mettre à l'aise. J'ai remarqué qu'il y avait de la moquette et je me suis retourné pour lui demander si je devais enlever mes chaussures. C'est alors que je l'ai vu verrouiller la porte de l'intérieur avec une clé, au-dessus du verrou habituel. À ce moment précis, une angoisse immense m'a envahi. Je venais de réaliser le danger, j'étais dans une autre ville, sans téléphone, personne ne savait où j'étais, et ce type venait de verrouiller la porte à clé. J'ai fait semblant de ne pas avoir remarqué, je n'ai pas enlevé mes chaussures et je me suis dit que j'allais rester un peu par politesse avant de demander à repartir. J'essayais aussi de me convaincre que je dramatisais à cause de la drogue, mais tout mon corps me criait de sortir de là. Je me suis assis sur l'accoudoir du canapé. Il m'a répété d'enlever mes chaussures et de me détendre. À la lumière, il paraissait toujours quelconque, mais son regard était fuyant. Il a baissé les stores aux fenêtres près de la porte. J'ai dit que j'avais hâte de retourner danser, il a répondu qu'il allait nous préparer des verres et ensuite nous pourrions repartir. L'appartement paraissait bien plus grand à l'intérieur. Pièce ouverte, salon et cuisine côte à côte, puis un couloir avec des portes noires fermées. J'entendais de la musique derrière l'une d'elles. Je lui ai demandé s'il y avait quelqu'un d'autre. Il a répondu que non. En me tendant mon verre, il m'a dévisagé et m'a dit avec un sourire inquiétant, « Tu as un très beau corps, surtout ton torse. Est-ce que je pourrais prendre quelques photos de toi avant qu'on reparte ?» Toutes les alarmes se sont déclenchées dans ma tête. J'ai pensé à Jeffrey Dahmer et ses polaroïdes. J'ai réussi à rire nerveusement, j'ai pris le verre et dit « Oui, bien sûr. » « Parfait » a-t-il répondu. Il m'a dit d'enlever mes chaussures, de finir mon verre, et qu'il allait chercher la coque et son appareil photo. Il a ouvert l'une des portes du couloir avec une clé, s'est faufilé dedans et l'a refermée. À peine avait-il disparu que j'ai sauté du canapé, couru vider mon verre dans l'évier, remis mon t-shirt et foncé vers la porte d'entrée. J'ai réussi à déverrouiller le verrou ordinaire, mais la porte ne bougeait pas. J'ai tiré encore et encore, sans succès. Soudain, j'ai entendu derrière moi, « Qu'est-ce que tu fais ?» Il était là, au bout du couloir, un appareil photo professionnel autour du cou et un miroir couvert de poudre blanche à la main. Je l'ai remercié pour le verre en montrant mon gobelet vide et dit qu'il se faisait tard, que je voulais retourner au club, mais qu'on pouvait échanger nos numéros pour se revoir le lendemain. Son ton a changé. Il souriait encore, mais d'une manière agacée. Il m'a dit que j'étais sans doute nerveux, qu'il fallait que je me détende et que je finisse mon verre. J'ai dit non, je voulais partir. Nous avons insisté chacun de notre côté pendant 1 minute, puis il a soudain posé le miroir, m'a lancé un regard sombre et a ordonné « Assieds-toi, maintenant ». Ne sachant plus quoi faire, je me suis souvenu qu'il y avait des voisins de chaque côté et qu'il devait être environ 2h30 du matin. Alors j'ai hurlé de toutes mes forces, j'ai frappé la porte, les murs, les vitres comme un fou. « Chut ! Tais-toi »
a-t-il crié en courant vers la porte. Il a rapidement déverrouillé et m'a dit de dégager, en se poussant de côté. J'ai bondi dehors, dévalé l'escalier en sautant plusieurs marches et même la rambarde, et j'ai couru dans la rue. En me retournant, je ne l'ai pas vu mais j'ai entendu une porte claquer. Je me suis mis à courir encore plus vite jusqu'à ce que j'arrête un taxi qui m'a ramené au club. En arrivant, j'ai retrouvé mon ami exactement là où je l'avais laissé, en train de danser. Tout avait dû durer moins d'une demi-heure. J'étais trop embarrassé par ma stupidité pour lui raconter. Je me suis même senti coupable d'avoir paniqué face à ce qui me paraissait soudain un homme gentil, alors je n'ai rien dit et je suis resté près de mon ami jusqu'à ce qu'on parte peu après. Toute l'histoire semblait irréelle. Le lendemain, quand j'ai fini par la raconter à mon ami, je l'ai fait sur le ton de la blague, en plaisantant sur le fait que j'aurais pu me faire tuer. Ce n'est que des années plus tard, en lisant d'autres témoignages en ligne, que j'ai réalisé à quel point j'avais mis ma vie en danger. Je suis encore partagé sur tout ce qui est paranormal car je reste assez rationnel, mais j'ai vécu une expérience qui, même si elle a peut-être une explication logique, m'a convaincu de ne plus jamais remettre les pieds à l'endroit où elle s'est produite. Dans mon ancien travail, je voyageais beaucoup. J'avais des clients un peu partout aux États-Unis, donc j'étais habitué aux aéroports et aux hôtels. Un de mes clients se trouvait juste assez loin d'une grande ville pour que loger en centre-ville ne soit pas pratique. Comme il y avait très peu d'options autour de leur site, je descendais toujours dans un petit bed and breakfast situé à quelques kilomètres. La seule raison pour laquelle je connaissais cet endroit, c'est qu'un collègue, parti de l'entreprise avant moi, me l'avait recommandé en me confiant ce client. J'y étais déjà allé de nombreuses fois. C'est une ancienne maison de plantation au bord d'une rivière, la plupart des gens l'ont sûrement déjà vue en photo sans le savoir. Je préfère ne pas donner son nom en public mais si quelqu'un est curieux, qu'il m'écrive en privé. Chaque chambre a un nom thématique et, à l'époque, elle n'avait pas toute la télévision. Comme je voyageais avec ma PS2, c'était il y a longtemps, j'essayais toujours d'avoir une chambre équipée. Comme j'y allais généralement hors saison, en fin d'année, je n'avais jamais de problème et, souvent, j'avais la maison entière pour moi. Le propriétaire habitait sur place, mais dans un autre bâtiment. L'avant-dernière nuit de ce séjour, je logeais dans une chambre où je n'avais encore jamais dormi. Tout semblait normal, je me suis endormi. En pleine nuit, je me suis réveillé en sursaut parce que quelqu'un m'avait hurlé « Réveille-toi » dans l'oreille. J'ai bondi du lit, persuadé qu'il y avait un incendie ou une urgence. Mais la chambre était plongée dans le noir, complètement vide. J'ai quand même vérifié des deux côtés du lit au cas où quelqu'un se serait introduit pour me faire une mauvaise blague, mais il n'y avait absolument personne. J'ai fini par me dire que c'était sans doute le cauchemar le plus étrange que j'ai jamais fait, et je me suis recouché. Je n'avais pas encore réussi à me rendormir, j'étais encore un peu tendu par la frayeur, quand j'ai senti une pression sur ma tête, comme si quelqu'un me donnait une petite tape pour me dire « Réveille-toi ». À ce moment-là, toute idée de sommeil s'est envolée. J'ai pris le conseil au sérieux, je me suis levé, j'ai allumé toutes les lumières et j'ai quitté la chambre. Mon état d'esprit était le suivant, je suis sûr que ce n'est rien, mais il est absolument hors de question que je reste ici une minute de plus. Je me suis habillé, j'ai pris mes affaires et je suis parti. Enfin, presque toutes mes affaires. J'ai réalisé une fois dans la voiture que j'avais oublié mon sac de voyage, mais je n'avais aucune intention de remonter dans cette chambre. Je me suis dit que je le récupérerais sur le chemin de l'aéroport après mon rendez-vous client. L'après-midi suivant, je suis revenu chercher mon sac. Le propriétaire était très décontracté, il ne m'avait pas fait faire de check-out tôt, donc je pouvais récupérer mes affaires tranquillement. Sur le trajet, j'ai cependant calculé que je n'aurais pas le temps de rejoindre l'aéroport. J'ai donc pris la décision de repousser mon vol et de rester une nuit de plus. Je suis retourné dans ma chambre, modifié mes plans de voyage, puis je suis allé dans le bâtiment où se trouvait le restaurant. Le propriétaire et la cuisinière étaient les seuls sur place, nous avons mangé ensemble. L'idée de retourner dans ma chambre à la nuit tombée m'angoissait tellement qu'après quelques bières, j'ai demandé s'il était possible de dormir sur le canapé du restaurant.
Le propriétaire a trouvé ma demande étrange et a voulu savoir ce qui n'allait pas dans la maison. J'ai fini par raconter ce qui s'était passé. La cuisinière a aussitôt réagi en disant « Tu vois. Je te l'avais dit, il y a quelque chose dans cette maison. » Ce qui, évidemment, n'a rien fait pour me rassurer. Le propriétaire, lui, jurait n'avoir jamais eu le moindre problème. La cuisinière a ajouté qu'elle refusait d'entrer dans la maison pour cette raison. Je n'y ai pas dormi cette nuit-là. Le lendemain matin, je suis monté récupérer mes affaires et je suis parti pour de bon. Quelques semaines plus tard, je suis sorti boire un verre avec mon ami, celui qui m'avait conseillé ce bed and breakfast. Il avait quitté l'entreprise 2 ans plus tôt. Nous parlions du client et je lui ai demandé, au fait, dans cette plantation, il t'est déjà arrivé des trucs bizarres ? Il s'est figé et m'a répondu, tu étais dans la chambre. Il a cité exactement celle où j'avais dormi. Quand j'ai confirmé, il a dit, ouais, je ne te l'avais jamais dit, mais ne prends jamais cette chambre, il s'y passe vraiment des trucs étranges. Puis il m'a raconté ce qu'il y avait vécu. Le plus troublant, c'est que tout cela s'est passé en 2008, à une époque où il n'existait quasiment rien sur Internet à propos de ce lieu. J'avais cherché, mais je n'avais trouvé que quelques histoires folkloriques locales, rien concernant des expériences de voyageurs, encore moins liées à cette chambre en particulier. Mais, avec les années, le lieu a commencé à être mentionné sur Internet. J'ai vu apparaître des témoignages, des vidéos YouTube, et beaucoup concernaient cette même chambre, racontant des choses qui correspondaient exactement à ce que mon ami m'avait décrit des années plus tôt, avant que ces récits ne soient publiés. Je ne suis toujours pas totalement convaincu du surnaturel, car ça ne fait pas sens d'un point de vue rationnel. Mais je n'y suis jamais retourné. Je savais que je ne pourrais plus jamais dormir tranquille dans cette maison. À partir de là, j'ai préféré loger dans l'hôtel le plus proche, à 10 ou 15 miles de là. Je suis actuellement en visite chez ma grand-mère qui habite dans une petite ville de seulement quelques centaines d'habitants. J'y fais de petites randonnées quotidiennes, nous avions l'habitude de les faire ensemble, mais à cause de la chaleur et du soleil aujourd'hui, elle a préféré rester à la maison. Tout se passait normalement et j'ai décidé d'emprunter un petit sentier à travers les bois que ma grand-mère m'avait recommandé. J'aime aussi profiter de ces moments de solitude pour fumer un peu, vous voyez ce que je veux dire, tout en appréciant le paysage, donc j'avais fumé un peu. Au bout d'environ 1h30 de marche, quelque chose s'est produit. J'ai vu un homme à environ 60 mètres, qui avançait dans ma direction. Petite précision, ce n'est pas un sentier très fréquenté, il est donc assez rare d'y croiser quelqu'un, surtout par ce temps-là. Jusque-là, tout semblait normal. En s'approchant, j'ai remarqué qu'il me fixait intensément. Je rompais le contact visuel puis y revenais maladroitement, et plus il avançait, plus je me sentais tendu. Je dois préciser que je suis un homme, que je sais me défendre, et que j'ai déjà rencontré des promeneurs sur ce chemin sans jamais avoir ressenti quoi que ce soit d'anormal. Mais lui, c'était différent. Quand je l'ai croisé, j'ai remarqué son étrange sourire. Il avait de très mauvaises dents, il était assez grand, et sa manière de marcher m'a mis mal à l'aise. Pour briser le silence, j'ai dit « bonjour ». Il n'a pas répondu tout de suite, mais j'ai entendu un faible marmonnement en passant. Je ne saurais pas vraiment décrire pourquoi, mais j'ai senti que quelque chose clochait chez lui. C'était instinctif. Après que nous nous soyons croisés d'une dizaine de mètres, j'ai senti son regard dans mon dos. Je me suis retourné et je l'ai surpris, immobile, en train de me fixer. Il a vite détourné la tête, comme s'il ne voulait pas que je le remarque. Rappelez-vous, j'avais fumé un joint 20 minutes plus tôt, donc tout ça m'a vraiment effrayé et j'ai tenté de me convaincre que c'était juste la paranoïa. Mais 20 minutes plus tard, je me suis rendu compte que je m'étais trompé de chemin et que je marchais vers une impasse. J'allais devoir revenir sur mes pas, c'est-à-dire dans la direction qu'il avait prise. Je me suis ressaisi et j'ai mis de la musique pour me distraire, mais je n'arrivais pas à oublier cette rencontre ni le fait que j'allais devoir repasser par là. J'ai continué pendant environ 40 minutes, en me disant que la probabilité de le recroiser était faible et qu'il valait mieux me concentrer sur le retour à la maison. J'étais fatigué par le soleil, et une pensée glaçante m'a traversé, personne ne me retrouverait ici.
J'avançais, mais soudain j'ai aperçu quelqu'un assis sur un petit banc au bord du chemin. C'était lui. J'ai eu l'impression d'être dans un film d'horreur. Une multitude de pensées m'ont traversé. Est-ce qu'il m'attendait? Est-ce qu'il savait pour l'impasse et savait que je serais obligé de revenir? J'ai commencé à paniquer intérieurement, mais j'ai décidé de rester calme. Le banc était placé de manière à ce qu'il ne me voie pas arriver, mais une fois passé devant, il aurait eu une vue parfaite sur mon dos. En approchant, mon cœur s'est mis à battre comme après un marathon. J'étais terrifié. Lorsqu'il m'a vu, il a tourné la tête et m'a adressé exactement le même sourire que plus tôt. J'en avais des frissons. J'ai continué à marcher normalement, mais sans cesser de me retourner. Son regard me transperçait. J'avais la peur qu'il se lève soudainement et me poursuive. Après plusieurs secondes où il n'a pas cessé de me fixer, je me suis mis à trottiner, puis à courir de toutes mes forces jusqu'à ce que je ne le voie plus. Sur le chemin du retour, je ne pensais qu'à ça. Cette rencontre m'avait profondément marqué. Je vous en prie, ne mettez pas ça sur le compte de la fumette. C'était bien réel. Il y avait quelque chose d'anormal chez cet homme. Je l'ai senti. Je n'ai jamais ressenti une telle inquiétude avec qui que ce soit auparavant. Quand j'avais 18 ans, je sortais avec ma copine de l'époque, dont les parents étaient très stricts. Cela faisait que je me déplaçais souvent chez elle chaque week-end pour que nous puissions nous voir. Elle habitait à environ 30 à 50 minutes de transport en commun, car je vivais en ville et les métros pouvaient avoir de gros retards imprévisibles. Un jour comme les autres, je vais donc chez elle, nous passons du temps ensemble, puis vient l'heure de rentrer. Mes propres parents étaient aussi stricts et ne me laissaient pas sortir au-delà d'une certaine heure, je devais donc me dépêcher de rentrer. Arrivé à la station de métro, je me rends compte que j'ai oublié ma carte. Pressé par le temps, je décide de sauter le portique pour attraper le prochain train. C'est à ce moment-là que je croise le regard d'un inconnu de l'autre côté de la barrière. Cet homme semblait avoir entre 30 et 40 ans, la peau sombre, vêtu d'un vieux débardeur blanc abîmé, les cheveux gris en bataille. Il s'était arrêté de crier pile au moment où il m'avait vu. Je n'y ai pas prêté attention, j'avais mes écouteurs et je suis de nature à rester dans mon coin, donc j'ai continué mon chemin vers le quai. Après avoir marché un peu, j'ai remarqué que l'homme semblait peut-être me suivre. Pensant que j'étais peut-être parano, j'ai continué à avancer jusqu'à m'arrêter près d'un pilier. Lui aussi s'est arrêté, se mettant à faire les 100 pas derrière moi tout en marmonnant. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'étais bel et bien suivi par quelqu'un qui n'allait pas bien, et que je me trouvais sur un quai presque vide avec seulement 2 à 4 personnes, très éloignées. J'étais près du bord, coincé contre le quai, sans savoir quoi faire. Les trains étaient retardés et, si je continuais à avancer, j'allais me retrouver dans un cul-de-sac. J'ai choisi d'appeler mon frère en FaceTime après lui avoir envoyé des messages pour lui expliquer la situation en direct. Je tenais mon téléphone devant moi afin qu'il puisse voir derrière moi sans que je sois obligé de vérifier, et il me donnait des nouvelles dans mes écouteurs. D'après lui, l'homme me fixait et marchait nerveusement d'avant en arrière, son comportement devenant de plus en plus agressif. À ce stade, je tremblais. Malgré ma vie en ville, je n'avais jamais connu une situation pareille, hormis 2 ou 3 rencontres avec des sans-abri désorientés. J'ai continué à marcher un peu plus loin sur le quai, toujours en FaceTime, mais l'homme me suivait encore. Je me suis finalement remise derrière un pilier, en vérifiant frénétiquement les horaires de train, priant pour qu'il arrive au plus vite, tandis que l'homme continuait à crier. Après une dizaine de minutes, le train est enfin arrivé en station, avançant très lentement. Au moment où il s'est arrêté, l'homme a finalement abandonné et est parti, pendant que je me déplaçais plus loin pour ne pas monter dans le même wagon que lui. J'étais agacé par la lenteur du train sur le moment, mais avec le recul je me rends compte que c'était une chance. D'après mon frère, cet homme attendait que le train arrive pour me pousser sur les rails, et il a abandonné en voyant la lenteur de l'approche. Je pense qu'il voulait aussi probablement me voler. Donc, à cet homme qui a tenté de me pousser sur les rails, j'espère que nous ne nous reverrons jamais. Il y a quelques années,
j'étais étudiant à l'université et je louais une maison avec 3 amis dans une rue tranquille d'une ville britannique réputée sûre et privilégiée. Je n'avais jamais entendu parler de quoi que ce soit d'étrange dans le quartier. Pour aider à payer mes frais de scolarité et le loyer, je travaillais en soirée dans un Asda qui fermait à minuit. Mon service se terminait généralement vers minuit 30 ou 1h, et je rentrais donc souvent à vélo à des heures bizarres. Mais il ne m'était jamais rien arrivé. Mes colocataires, que j'avais rencontrés à la fac, étaient 1 an plus âgés que moi. Ils avaient déjà terminé leurs études et travaillaient. Quand je rentrais, ils dormaient presque toujours. La maison était donc silencieuse. Une nuit d'hiver, après un long service, je rentrais en vélo dans le froid glacial. J'étais épuisé et j'avançais lentement, ce qui devait me rendre assez discret sur la route. En tournant dans la rue où nous habitions, nous étions au fond, j'ai remarqué quelqu'un debout juste devant notre porte. Ce n'était pas un de mes colocataires. Cet homme était chauve, et aucun de mes amis ne l'était. Il se tenait là, immobile, face à la porte, sans frapper, sans bouger, sans parler. Juste planté devant. Notre porte n'avait rien, ni vitre, ni Judas, rien du tout. J'ai ralenti et, par instinct, j'ai fait demi-tour avant qu'il ne me voie. Quelque chose clochait. J'ai tourné dans quelques rues voisines, essayant de réfléchir à ce que j'allais faire. J'avais trop peur de revenir. J'ai essayé d'appeler mes colocataires, mais personne ne répondait. J'ai aussi envoyé des messages à quelques amis, espérant que l'un d'eux serait encore réveillé, mais sans succès. Je voyais ma respiration dans le froid et mes doigts gelaient sur le guidon. Je continuais à rouler dans des rues mieux éclairées, où il y avait parfois des voitures qui passaient. La présence de mouvement me rassurait. Finalement, je me suis un peu calmé, mais j'étais vidé. J'avais travaillé 12 heures, il était presque 3 heures du matin, ma batterie de téléphone était faible et je ne voulais qu'une chose, rentrer chez moi. Alors j'ai repris la route et tourné de nouveau dans ma rue. Il était toujours là. Exactement au même endroit. Toujours immobile, toujours fixé sur la porte. J'ai rebroussé chemin et suis retourné vers la route principale. Cette fois, tout était encore plus calme. Et là, j'ai eu une véritable crise de panique. Je ne savais plus quoi faire. Et pour une raison que je ne m'explique pas, je n'ai jamais appelé la police. Je ne sais vraiment pas pourquoi. Je pense que j'étais figé. Finalement, un des amis que j'avais contacté plus tôt m'a répondu. Il était encore réveillé. Je lui ai demandé si je pouvais venir chez lui, et heureusement, il a accepté. Le trajet a pris un certain temps, mais j'y suis arrivé vers 4 heures du matin. J'étais exténué, mais en sécurité. J'imagine qu'il est finalement parti, car le lendemain, aucun de mes colocataires n'a rien remarqué d'anormal. Contexte, je souffre d'un trouble bipolaire de type I sévère et j'ai été en pleine psychose pendant une bonne partie de cette histoire. C'est aussi assez long, et je peux fournir des preuves de ces inculpations si nécessaire. Zach dit que je l'ai rencontré dans l'unité psychiatrique l'année dernière, mais je ne me souviens pas de l'Y avoir vu. J'y ai été hospitalisé à plusieurs reprises pendant environ 6 mois à cause de mon trouble bipolaire sévère. Ma mère m'a également dit qu'elle ne se souvenait pas de sa présence à l'hôpital, mais elle venait rarement me rendre visite car elle a un problème d'alcool, j'y reviendrai. En fait, je me souviens de l'avoir rencontré dans le bus. Je ne conduis plus depuis un accident survenu il y a longtemps, donc je prends le bus partout. En mars 2024, je me rendais dans un dispensaire. En approchant de la porte, j'ai entendu quelqu'un dire « 3R », le nom de l'unité psychiatrique de l'hôpital local. Je me suis retourné et j'ai aperçu un homme petit et corpulent, c'est important pour le contexte. Je suis une femme. Nous avons commencé à parler, car j'étais encore en psychose et vulnérable. Lui aussi allait au dispensaire et m'a dit qu'il avait été hospitalisé avec moi. Nous avons discuté en attendant le bus du retour, puis dans le bus. Il m'a dit qu'il avait 1 an de plus que moi, qu'il était homosexuel, qu'il vivait d'une allocation d'invalidité tout en travaillant pour une association caritative. À ce moment-là, je vivais encore chez ma mère alcoolique,
qui contribuait à mes rechutes et hospitalisations, et j'étais désespéré de trouver un ami. J'ai découvert qu'il habitait en face de chez moi. Au début, il paraissait plutôt normal. Mais je suis retombé à l'hôpital. Là, il a commencé à téléphoner sans arrêt, ce qui m'a effrayé et a aggravé ma psychose. Comme je ne répondais pas, il s'est présenté lui-même comme patient, ce qui m'a terrorisé et m'a fait penser qu'il avait peut-être effectivement dit vrai en disant m'avoir connu là-bas. L'hôpital nous a séparés pendant ce séjour, probablement parce que son comportement inquiétait aussi l'équipe. Après environ un mois, il m'a avoué qu'il sortait de prison pour enlèvement et qu'il était en liberté conditionnelle. Il m'a dit qu'il avait de l'autisme, Asperger, et que l'enlèvement avait été un malentendu. Comme j'ai moi-même un casier judiciaire, rien de comparable, et que mon état mental était encore altéré, j'ai fermé les yeux. Mon équipe médicale m'a aussi expliqué que certains comportements liés à l'autisme pouvaient effectivement prêter à confusion. J'ai fini par m'installer chez lui, car la situation avec ma mère était devenue insupportable. Mais il a commencé à se montrer jaloux de mon ancien colocataire qui m'aidait financièrement. C'est là que j'ai commencé à revenir à la réalité et à comprendre que cet homme n'était pas normal et pouvait être dangereux. Il insistait pour que je dorme dans sa chambre, et si je refusais, il errait toute la nuit. Il m'avait acheté un téléphone, et tout a éclaté lorsque j'ai dit que je voulais finir par en avoir un à mon nom. Il s'est emporté, alors je suis retourné vivre chez ma mère. En partant, il m'a accusé d'avoir volé ses médicaments. Cela aurait dû être la fin de l'histoire, mais en décembre je me suis senti seul et j'ai douté d'avoir peut-être jugé trop durement, à cause de son handicap. Je ne viens pas de cette ville et j'y ai peu d'amis. J'ai repris contact avec lui, et il était sans domicile. J'avais alors mon propre logement et, stupidement, je l'ai invité chez moi. Personne dans ma vie ne voulait que je sois ami avec Zach, ni ma mère, qui, même si elle se saoulait, lui parlait exprès pour m'énerver lorsque je coupais les ponts, ni mon ex, ni mon ancien colocataire. J'étais indécise, car mon équipe médicale l'avait aussi rencontré, il avait fini par avoir la même équipe ACT que moi, une équipe dédiée aux personnes avec une maladie mentale sévère, et il disait que son autisme était très marqué et expliquait beaucoup de son comportement étrange. Zach a fini par avoir une voiture et m'emmenait parfois au travail. Il vivait dans sa voiture, car il avait du mal à trouver un logement à cause de son casier. Une fois, alors qu'il était chez moi, il est tombé sur moi en murmurant quelque chose comme quoi il n'allait pas me violer. Il était très lourd, mais j'ai réussi à le repousser. Comme il était sous substance et qu'il faisait très froid dehors, j'ai fermé les yeux pour ne pas perdre un ami et ne pas devoir marcher seul dans la neige pour aller au bus. Après cet incident, j'ai commencé à douter, et s'il me manipulait pour que je croie qu'il était inoffensif alors qu'il ne l'était pas? Il a fait une blague en demandant « Et si tu te faisais violer ?» Il était obsédé par le fait que j'ai d'autres amis, il a volé $60 à ma mère, il traînait près de chez mon ancien colocataire et de la nouvelle maison de ma mère. Il avait aussi cessé d'être suivi par l'équipe ACT. Un de mes vieux téléphones a disparu après qu'il m'aidait à ranger. J'ai décidé de couper les ponts pour de bon en avril. Alors il a commencé à passer en voiture devant chez moi en klaxonnant. Il m'envoyait sans cesse des messages. Mon immeuble est sécurisé, avec un agent et des caméras. Le personnel m'a averti qu'il l'avait vu garer sa voiture près de l'immeuble. J'ai contacté son agent de probation et le mien, et je l'ai prévenu qu'il était filmé à chaque fois qu'il approchait. Le harcèlement s'est arrêté pour l'instant, mais il sortira de probation en septembre. Il vit toujours dans sa voiture, a une petite amie, et consomme encore des drogues selon une connaissance commune. Parfois, je me demande encore si je l'ai vraiment rencontré dans l'unité psychiatrique, ou s'il me suivait depuis le début. Je suis soulagé qu'il ne me dérange plus, et l'équipe ACT m'a dit qu'il ne pensait pas qu'il représentait une menace immédiate, et qu'il ne valait pas la peine de porter plainte pour harcèlement à moins qu'il recommence, surtout que nous avions déjà tous deux parlé avec nos agents de probation. Je sais qu'une partie de cette situation est de ma faute, car j'ai commis des erreurs naïves et répété des choix immatures. J'ai fermé les yeux sur beaucoup de choses à cause de ces troubles de santé, alors que moi aussi j'en souffre. J'étais dans une position très vulnérable, pas dans mon état normal une bonne partie du temps. Il m'a aussi raconté que lorsqu'il avait 13 ans,
il avait proposé des faveurs sexuelles à sa cousine plus jeune en échange de jeux vidéo, ce qui lui avait valu un placement en centre de détention pour mineurs et un dossier scellé. Sa famille maternelle ne lui parle plus car il a essayé d'embrasser son frère lors d'un mariage. J'ai travaillé dans une station-service pendant un peu plus de 3 ans, quand j'étais plus jeune. À l'époque de cette histoire, je n'avais pas plus de 18 ans. Je vivais dans une grande banlieue du sud profond des États-Unis, un endroit sans trop d'histoires étranges, donc les commerces n'avaient pas vraiment de mesures de sécurité poussées, en dehors des règles classiques apprises en formation, ne pas résister à un braqueur, donner ce qu'il demande, etc. Ma responsable, Sophia, ne programmait jamais de femmes pour les shifts de nuit, uniquement les hommes. Mais un soir, j'ai proposé de rester plus tard pour gagner un peu plus d'argent et, comme je n'habitais qu'à 5 minutes à pied, je n'y ai pas vu de danger. Il faut savoir qu'il fait incroyablement sombre le soir dans le sud. Le soleil se couche vite et il n'y a presque pas de lampadaire dans mon quartier. Mon service a commencé normalement, je tenais la caisse, je balayais, je remplissais les rayons, je gardais les lieux propres. Mais à un moment donné, il n'y a plus rien à faire. Alors j'attendais les clients à la caisse, tuant le temps sur mon téléphone. Quand un client est entré, j'ai levé les yeux et lancé mon salut habituel. Je me suis retrouvé face à un homme grand, mal coiffé, un peu en désordre. J'ai immédiatement reposé mon téléphone pour m'occuper de lui, mais j'ai remarqué qu'il avait un comportement étrange. Sur le moment, j'ai voulu croire que c'était mon imagination, mais mon instinct me disait le contraire. Il m'a demandé où se trouvaient les toilettes. Je les lui ai indiquées. Pour y aller, il fallait passer devant la caisse et entrer dans un petit couloir où se trouvaient aussi le bureau et la réserve. Je l'ai laissé partir et je l'ai vite oublié. Un de mes clients habituels est ensuite entré, un homme grand, ancien marine avec 22 ans de service. On a discuté, quand j'ai entendu un bruit derrière, comme si un balai ou une serpillière venait de tomber. Mon client m'a demandé si je travaillais seul et si je voulais qu'il aille jeter un œil. J'ai refusé, de peur d'avoir des problèmes avec ma patronne si je laissais un client entrer dans les zones réservées au personnel. Il m'a dit au revoir, en précisant qu'il repasserait plus tard pour des tickets de loto. Un peu plus tard, j'ai eu envie d'aller aux toilettes, après avoir bu trop de porrade. En me dirigeant vers l'arrière, j'ai jeté un coup d'œil vers le bureau et j'ai vu que la porte était beaucoup plus ouverte que je ne l'avais laissée. Sans trop savoir pourquoi, j'ai donné un coup de pied dans la porte pour la pousser et activer la lumière à détecteur de mouvement. La lumière s'est allumée et je n'ai rien vu d'abord, jusqu'à ce que je remarque l'homme des toilettes. Il se tenait parfaitement immobile derrière la porte. On s'est regardé droit dans les yeux et je me suis immédiatement reculé, sortant précipitamment du couloir. Il est sorti du bureau quelques secondes plus tard, et a quitté la station en marchant d'un pas calme, sans me lâcher du regard jusqu'à ce qu'il disparaisse de ma vue. J'ai aussitôt appelé ma patronne, qui a prévenu la police. Apparemment, cet homme avait été banni de toutes les autres stations-service du coin pour la même chose, mais n'avait jamais été inquiété car, officiellement, il n'avait commis aucun crime. Après ça, il revenait tous les jours, à des heures aléatoires, juste pour me fixer depuis les rayons, sans jamais rien acheter. Je ne saurais jamais quelles étaient ses intentions ni pourquoi il s'était caché, mais le fait qu'il soit resté parfaitement immobile, assez longtemps pour que la lumière à détecteur s'éteigne, me glace encore le sang. Contexte, je suis un homme de 26 ans. L'incident s'est produit il y a une semaine à Cologne, où j'avais été invité par un ami et collègue de travail. À 8 heures du soir, je rentrais chez moi et je me suis assis à l'arrêt de bus pour attendre. J'étais seul, à part une femme assise de l'autre côté de l'abri. L'endroit était presque vide. Au début, je ne faisais pas attention à elle, j'étais occupé à envoyer des messages à mes amis. Mais plusieurs minutes ont passé et le bus n'arrivait toujours pas. C'est à ce moment-là que j'ai mis mon téléphone de côté et que j'ai commencé à remarquer certaines étrangetés qui m'ont rendu très mal à l'aise. La femme semblait avoir une trentaine d'années, mince, vêtue d'une robe noire et de longues bottes noires, avec un chapeau posé à côté d'elle. Ce qui m'a troublé, c'était sa peau anormalement pâle,
surtout au niveau du visage, probablement du maquillage ou quelque chose de ce genre, et les cernes autour de ses yeux accentués en noir. Rien d'inhabituel en soi, j'ai déjà vu beaucoup de personnes avec des styles marginaux. Mais ses yeux étaient vides, sans vie, comme du verre. Ce qui m'a vraiment effrayé, c'était sa manière de me fixer, avec une agressivité évidente, prédatrice, comme un serpent fixant une souris. En même temps, elle souriait de façon étrange et dégoûtante, parfois elle se léchait les lèvres et fredonnait doucement une mélodie. Et cela a duré plus de 10 minutes sans interruption. Jamais de ma vie je ne m'étais senti aussi confus et mal à l'aise. J'avais envie de m'enfuir, mais je ne voulais pas passer pour un idiot, surtout après avoir attendu si longtemps. Je comprends que cela puisse sembler ridicule raconté ainsi, mais je n'arrive pas à décrire à quel point son visage et son regard me semblaient répugnants et effrayants. Je savais simplement que quelque chose n'allait pas, et mon instinct hurlait que tout cela n'était pas normal. En plus de ce que je voyais, je sentais profondément que cela ne mènerait à rien de bon. Elle ne lâchait pas le contact visuel. J'essayais de détourner les yeux, de regarder ma montre ou mon téléphone, mais rien n'y faisait. Je me sentais très mal, j'ai tenté d'être amical, je l'ai saluée d'un geste maladroit, mais elle continuait à me fixer en silence. Puis la situation s'est rapidement dégradée. Elle est passée d'une hostilité silencieuse à une véritable agressivité. Elle a commencé à respirer bruyamment, grincer des dents et pousser de petits cris aigus. Là, j'ai perdu patience et je me suis levé en lui criant « S'il vous plaît, arrêtez ». Je suis resté à distance, sans m'approcher, car j'avais compris qu'elle était probablement sous l'effet de drogue ou souffrait de troubles psychiques. À ce moment-là, elle s'est enfin tue et a parlé pour la première fois en murmurant « Je suis désolé ». J'ai ressenti un léger soulagement et elle a même cessé de me fixer. J'ai envoyé un message à mes amis pour leur dire que je rentrerai plus tard, et c'est alors que mon cœur a failli s'arrêter. La femme a poussé un cri strident, presque un hurlement. Elle a bondi de son siège et s'est avancée vers moi en marmonnant des paroles incompréhensibles en allemand. J'étais confus et je reculais lentement, pas à pas, jusqu'à ce qu'elle se mette soudain à me poursuivre en courant. Elle s'est jetée sur moi avec ses longs ongles acérés, m'entaillant le bras au sang, et elle a essayé de me mordre plusieurs fois, déchirant ma chemise à l'épaule. Je n'ai eu d'autre choix que de la frapper entre les oreilles, car ma sécurité, ma santé et peut-être même ma vie étaient en jeu. Je l'ai ensuite repoussée et j'ai réussi, en quelques minutes, à courir jusqu'à une petite boutique où se trouvaient des gens. Je leur ai raconté brièvement ce qui venait de se passer et ils m'ont conseillé d'appeler le 110, ce que j'ai fait. Mes égratignures ont été soignées par un employé du magasin, à qui je suis très reconnaissant. Plus tard, je suis allé au poste de police et j'ai montré mes blessures au bras. J'ai raconté l'incident et ils m'ont proposé de déposer plainte afin d'engager des poursuites contre mon agresseuse. J'ai refusé, car je devais rentrer dans mon pays 3 jours plus tard et je n'avais pas le temps de m'occuper de toutes ces formalités. Je ne sais toujours pas qui était cette folle ni ce qui l'a motivée, mais j'en ai tiré une leçon simple, ne jamais sous-estimer le nombre de personnes dangereuses autour de soi, surtout dans les grandes villes et lorsqu'on est seul. Je suis un homme adulte et j'ai pu me défendre, mais j'imagine avec effroi ce qui aurait pu arriver si un enfant ou une personne âgée s'était trouvé dans la même situation. Ce n'est pas l'expérience la plus horrible ni la plus tragique que l'on puisse vivre, mais c'était à la fois insensé, effrayant et complètement absurde. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.